En octobre 2022, Patrice Bultig, président de l'association Aristide Briand, contacte la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève pour présenter un nouveau projet. Cette démarche n'est pas inédite pour lui, ayant déjà collaboré avec les Nations Unies à plusieurs reprises, et ce, dès 1992. En 2022, le nouveau projet de l'association concerne un objet particulier de la collection du Musée des Nations Unies à Genève. Il s'agit du buste d'Aristide Briand, réalisé en 1926 par son ami Émile Guillaume, sculpteur de renommée mondiale. Un article paru dans le Daily Mail en 1927 mentionne qu'Émile Guillaume est connu dans toute l'Europe comme le plus puissant et le plus imaginatif artiste de l'école moderne de la sculpture française. Briand avait décidé d'offrir ce buste à l'amicale du collège de garçons de Saint-Nazaire, où il avait été élève. Installé dans la cour d'honneur de l'établissement, le monument fut inauguré en 1933, mais disparu durant la Deuxième Guerre mondiale. En 1947, une seconde copie du buste d'Aristide Briand fut offerte par la France à l'Office des Nations Unies à Genève, à l'occasion de la création du Musée de la Société des Nations, rebaptisé depuis 2015 Musée des Nations Unies à Genève. En 1947, l'objectif était de présenter au sein de ce musée des portraits, des photographies et des bustes de personnalités ayant joué un rôle éminent dans l'histoire de la Société des Nations. Dès le départ, il avait été décidé qu'une sculpture représentant Aristide Briand y serait exposée, en raison de son importance dans l'histoire de cette organisation. Depuis plusieurs années, ce buste est exposé dans la salle de lecture des archives des Nations Unies à Genève. Aujourd'hui, le projet de l'association Aristide Briand consiste à faire revenir le buste de Briand à Saint-Nazaire, plus de 90 ans après sa disparition. Patrice Bulting, quelle est l'importance du lien entre Aristide Briand et Saint-Nazaire et pourquoi l'association Aristide Briand souhaite-t-elle aujourd'hui raviver la mémoire de cet homme dans l'espace public nazérien? Alors l'importance de Briand à Saint-Nazaire est considérable parce que Briand est né à Nantes, comme chacun sait, en 1862, mais il est arrivé à Saint-Nazaire en 1864 et il y est resté près de 30 ans, ce que les gens ignorent. Et c'est donc Saint-Nazaire qui a été déterminant pour lui. C'était le fondement de l'ensemble de sa carrière. D'abord parce qu'il a été, comment dire, remarqué à l'époque par son professeur à l'école communale qui a plaidé auprès de ses parents pour qu'il ait une bourse pour faire des études supérieures. Le professeur Gentil, qu'il a d'ailleurs décoré par la suite de la Légion d'honneur, avait pressenti une intelligence rare. Ensuite, parce que c'est aussi à Saint-Nazaire qu'il a développé son goût de la mer, hein, qui est tout à fait personnel, des grands horizons, et qu'il a fait ses premiers pas dans le syndicalisme, notamment avec Fernand Pelloutier, avec qui il a rédigé le manifeste de la grève générale. C'est à Saint-Nazaire également qu'il a débuté comme journaliste à la démocratie de l'Ouest et à l'Ouest républicain. Et puis c'est à Saint-Nazaire qu'il a été avocat, un avocat brillant qui a développé ses talents d'orateur. Donc près de 30 ans à Saint-Nazaire, c'est quand même considérable. Et puis, qu'il faut aussi retenir, c'est que Briand était député de la Loire-Inférieure jusqu'à la fin de sa vie. Hein, il a été député de la Loire dans un premier temps, mais ensuite, jusqu'en 1932, jusqu'à sa mort, il a été député de Loire-Inférieure. Et il est venu de nombreuses fois dans cette ville. Alors, la ville avait un souvenir important, d'une part parce que c'était un personnage, bien sûr, immense à la renommée mondiale, mais aussi parce que il avait légué, comment dire, son buste au collège de Saint-Nazaire, qui est devenu d'ailleurs le lycée le plus important de l'académie de Saint-Nazaire. Et des milliers de Nazariens ont vu ce buste avant-guerre et qui a malheureusement été détruit. Alors, pour nous, pour l'association, réinscrire Briand dans l'espace public, ça constituait, comment dire, un devoir de mémoire. D'une part, restituer aux Nazériens une sculpture que la guerre lui avait ôtée, puisqu'on pense qu'elle a été fondue à l'arrivée des Allemands, comme d'autres sculptures en ville. Donc, restituer aux Nazariens, et puis bien sûr, honorer un enfant du pays, et puis saluer un grand républicain, saluer la mémoire d'un homme d'exception, qui fut, selon les mots de Vercors, l'honneur et la conscience du monde entre les deux guerres. Oui, très très belle citation. Et comment avez-vous procédé pour réinstaller ce buste de Briand à Saint-Nazaire? Alors, ce fut un long processus, vous l'imaginez,
D'abord, il a fallu constituer un dossier solide pour restituer l'histoire de ce buste et puis bénéficier de l'assentiment de la ville de Saint-Nazaire, du conseil municipal. Le maire nous a vraiment soutenus et on doit le souligner, c'est l'ensemble du conseil municipal qui a voté la réalisation de ce projet et l'aide financière qui l'accompagne. Donc unanimité, donc c'est toujours agréable sur un plan politique. Ensuite, restait à fabriquer le buste et là c'était compliqué puisque on savait que le moule initial d'Émile Guillaume était au musée des Ducs à Nantes, sauf qu'il était hors d'état, donc c'était très compliqué. Et puis, nous nous sommes souvenus que la bibliothèque et les archives de l'Office des Nations Unies à Genève possédaient le buste numéro 2 dans la salle de lecture. Et dès lors, on s'est rapproché de vous et on a reçu un excellent accueil et ça, on en est très très reconnaissant et un accompagnement de ce projet par votre approbation. Pourquoi? Parce que la seule possibilité de reconstituer ce buste, c'était de passer par les technologies nouvelles et donc de scanner le buste existant avec une entreprise industrielle, et nous en avons beaucoup dans la région de Saint-Nazaire avec la navale et l'aérospatiale. Donc une entreprise nous a accompagnés et puis nous avons été à Genève, où nous avons été très bien accueillis et nous avons pu scanner le buste et ensuite confier le travail à un fondeur d'art qui est sur notre territoire, qui est l'entreprise Le Floch, qui a réalisé une très belle sculpture du général de Gaulle à Nantes. Et puis travailler avec un marbrier sur du granit breton comme le socle initial. Et puis l'ensemble est à l'heure actuelle en cours d'assemblage pour bientôt être présenté à la ville de Saint-Nazaire. Eh bien, et donc quand et où va être inauguré ce buste? Alors le buste va être inauguré le samedi 7 décembre. Il sera dans le jardin des plantes. Alors c'est un lieu symbolique parce que le jardin des plantes se situe près du front de mer et c'est un endroit que Aristide Briand affectionnait tout particulièrement dans sa jeunesse. Et puis quand il fut ministre, il est venu plusieurs fois à Saint-Nazaire naturellement, et c'est dans ce lieu qu'il a tenu des conférences. Donc c'est un peu symbolique et c'est un écrin de verdure. Alors nous savons que des descendants de la famille Briand seront présents pour cette inauguration, ainsi que des descendants d'Émile Guillaume, le sculpteur. Ah, formidable, un beau rassemblement de personnes. Pouvez-vous nous raconter comment est née l'association Aristide Briand et quelles sont ses principales missions? Oui, bien sûr. Alors l'association est entièrement dédiée à la vie et l'œuvre d'Aristide Briand. Elle est née en 1986 d'un intérêt partagé avec Christian Morinière, qui était chercheur à l'Écomusée à l'époque, et de moi-même. Et puis, comment dire, elle est née d'un constat que nous avions en commun sur le paradoxe entre la renommée mondiale énorme d'Aristide Briand et le peu de prestige dont il bénéficiait à l'heure actuelle sur son propre territoire où il a vécu quand même près de 30 ans. Alors l'association a travaillé, elle a eu le privilège d'avoir comme président d'honneur le résistant et écrivain Vercors. Et au fil du temps, 38 ans de travail et de recherche, nous avons acquis un fonds considérable composé d'objets, livres, photographiques, documents et courriers maintenant du Quai d'Orsay et bien sûr des documents personnels. Alors, dans l'association, nous avons également des chercheurs et des maîtres de conférences, dont Christophe Belon, qui est le biographe d'Aristide Briand, et Jean-Michel Guilleux, qui est maître de conférences à la Sorbonne. Nos principales missions sont de répondre aux chercheurs, historiens, écrivains, biographes, éditeurs de livres scolaires, qui ont beaucoup de demandes souvent, documentaires télé, etc. De nombreux professeurs ou biographes d'ailleurs sont venus dans nos locaux travailler, dont on a un souvenir important de Jacques Barietti qui est venu dans nos locaux pour travailler. Voilà, nous avons également, alors c'est important, au fil du temps, réalisé ou participé, disons, à une dizaine d'expositions en France et en Europe. D'accord, donc effectivement, vous avez l'air d'avoir un fonds exceptionnel d'archives personnelles d'Aristide Briand. Quels sont, selon vous, les documents les plus remarquables? Alors, effectivement, bientôt, on va pouvoir numériser tout cela parce que on a encore un peu de retard là-dessus, mais
En 2024, l'association possède environ 20 000 feuilles divisées en 13 volumes, ce qui représente un volume considérable et un fonds photographique très important. Les documents peut-être qui sont remarquables et qui sont recherchés sont notamment les documents et activités auprès de Briand, auprès de Jean Jaurès, au comité central du Parti socialiste entre 1900 et 1905. Ces papiers sur la loi de séparation des églises et de l'État. Et puis pour la guerre de 14-18, un fonds important sur le travail de Briand sur le front oriental, l'expédition de Salonique notamment, et puis bien sûr les efforts de paix, et également des échanges sur les conférences importantes comme la conférence de Cannes en 1922. Beaucoup de documents. Et puis bien sûr des objets qui sont exposés de temps à autre. Le socle du buste d'Aristide Briand, désormais réinstallé à Saint-Nazaire, porte une citation prononcée par Briand lors des travaux de la loi de séparation des églises et de l'État en 1905. La loi aura généreusement accordé tout ce que raisonnablement pouvaient réclamer vos consciences, la justice et la liberté. Christophe Bayon, professeur d'histoire contemporaine à l'Université catholique de Lille et vice-doyen de la faculté de droit et spécialiste de l'histoire d'Aristide Briand. Il a publié en 2016, aux éditions du CNRS, une biographie de cette personnalité intitulée « Aristide Briand, parler pour agir ». Il est aussi membre correspondant du Centre d'histoire de Sciences Po Paris. Christophe Bayon, Aristide Briand a occupé pendant près de 3 décennies les plus hautes fonctions de la politique française au début du XXe siècle. Il a été chef du gouvernement à 11 reprises et 25 fois ministre. Quelles expériences marquantes et quelles influences décisives ont façonné ces années d'apprentissage, le préparant à devenir cet homme d'État unique ? Il a eu une préparation un peu sur le terrain, comme on dirait aujourd'hui, lorsqu'à Saint-Nazaire, notamment dans les établissements primaires et secondaires qu'il a fréquentés, on lui a, via les enseignants qui l'ont encadré, inculqué la manière de parler. Il a rencontré notamment un professeur qui s'appelait M. Gentil et qui lui a appris à prononcer des discours pas seulement sur le fond, mais aussi sur la forme, aussi bien donc à Saint-Nazaire qu'à Nantes. Et cette manière un peu pratico-pratique de se former lui a beaucoup plu. C'était pas un homme de livre, c'était pas un homme de pensée, pas un homme de doctrine. La suite l'a montré d'ailleurs. Mais il était en capacité de pouvoir apprendre par les exercices de ce type. Donc, je ne dis pas que ça c'est nécessaire pour former un homme d'État. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est formé à l'éloquence, qui était à cette époque, sous la Troisième République, un des éléments nécessaires à la réussite d'une carrière politique. Certains ont suivi des cours de rhétorique, des cours d'humanité, de grec, de latin. Aristide Briand a certes, à l'école primaire et secondaire, eu quelques prix en latin et en grec, mais il n'a pas suivi véritablement cette école de fabrication du langage. Elle était donc une école tout simplement de la pratique, donnée par quelques enseignants qui avaient distingué ses qualités. Il est par ailleurs devenu licencié en droit lorsqu'il a suivi ses études à Paris, et il aurait pu là aussi appartenir en tout cas au stage, comme on disait, accomplir une grande carrière dans les barreaux. Ce n'a pas été son choix non plus. Il a préféré celle d'avocat publiciste, qui lui permettait à la fois d'être journaliste, d'être homme politique, en tout cas dans la proximité de Jean Jaurès, au Parti socialiste français. C'est ainsi donc, par une formation sur le tas, suivie grâce à son diplôme de licence et à son métier d'avocat publiciste, à un début dans le journalisme, qu'il peut enfin entrer dans la carrière politique. C'est en 3 temps que cela s'est fait, et qu'il a pu, en quelque sorte, grâce à des expériences marquantes, je citais tout à l'heure le père Gentil, il a rencontré d'autres enseignants, un peu moins marquants, c'est vrai, que celui-ci a beaucoup compté, mais qui l'ont discerné en lui-même des capacités que les concours n'avaient pas encore pu voir, et qui l'ont accompagné jusqu'au succès. Donc, expérience marquante, influence décisive, à n'en pas douter à Saint-Nazaire à Nantes, et puis plus tard, lorsque il arrive en politique avec Jean Jaurès notamment, qui, en quelque sorte, celui qui l'impressionne beaucoup au début de sa carrière. C'est à partir de là, lorsqu'il structure le parti politique, en tout cas le socialisme dans la tendance réformiste de celle qui est portée par Jean Jaurès, eh bien que Briand arrive enfin à se faire élire député en 1902, la 3e tentative, et que va commencer réellement sa carrière.
D'accord. Et Aristide Briand est souvent mentionné comme l'artisan de la loi de séparation des Églises et de l'État, promulguée en 1905. Et dans votre ouvrage, vous soutenez que cet événement a constitué un véritable tournant dans sa carrière. Vous dites, si Briand a fait la séparation a fait Briand. À votre avis, peut-on réellement considérer ce succès politique comme le plus significatif de la carrière d'Aristide Briand? Alors, il est significatif et certainement comme un succès dans sa carrière de politique intérieure. L'Europe sera un succès tout autant significatif, mais dans la partie extérieure de son parcours. Je ne pense pas que la laïcité soit à poser au-dessus de l'Europe. Ceci étant, une chose est sûre, c'est qu'elle lui met le pied à l'étrier correctement, et d'autant plus que la phrase est tout à fait juste, s'il a fait la séparation est l'événement qui en fait le départ de sa carrière. Alors, il est élu en 1902 député de la Loire, il rentre immédiatement à la commission des congrégations et associations, et par un mécanisme, procédure parlementaire, se retrouve membre de la commission de séparation de l'Église et de l'État. Alors, bien entendu, ça aurait pu être un des 33 membres isolés, comme les 32 autres membres le sont. Briand a la singularité d'avoir, dans les congrès socialistes auprès de Jean Jaurès, poussé à ce qu'à l'ordre du jour de ces congrès, précisément, on y inscrive la question laïque. Ce que les socialistes en général ne voulaient pas. C'était une question considérée comme une question bourgeoise. Ils avaient, eux, des priorités ailleurs. Or, pour Daniel Pion aux radicaux, qui, eux, avaient la laïcité tout en haut de leur programme, pour essayer de rivaliser avec l'autre aile des socialistes, l'aile guédiste, eh bien, les jaurésiens, dont Briand, ont œuvré pour que précisément ils se distinguent sur la question laïque. Si bien que lorsque la séparation de l'Église et de l'État est à l'ordre du jour des programmes, des travaux parlementaires, il est tout naturel que Briand aille dans cette commission, même si, encore une fois, le processus est plus complexe que cela, puisqu'il y a une part liée au hasard dans la nomination. Mais il se retrouve en commission de séparation et il va devenir le rapporteur de la commission. Et là où effectivement il crée les premières surprises, c'est que dans une commission de 33 membres, avec une majorité 17 voix favorables à la séparation contre 16 défavorables, il arrive en quelque sorte au fil du temps, au fil des 18 mois de travaux de la commission, à faire en sorte que la majorité soit une majorité unanime, puisque 33 membres voteront en faveur du rapport qu'il est en train d'élaborer. Naturellement, Aristide Briand présente aux parlementaires en 1905 un rapport qu'on qualifierait, au sens du XIXe siècle, un rapport libéral, souple, de compromis, qui certes est un rapport de séparatiste, de républicain favorable à la séparation, il n'y a pas de doute, et en ce sens il est bien combattu par les concordataires, mais séparatiste dans des proportions qui laissent ouvert le dialogue et qui vont permettre le ralliement d'un certain nombre de catholiques modérés. Et c'est ça, en quelque sorte, là, qui va créer le personnage, c'est que c'est le premier qui, dans cette première partie de la Troisième République, va réussir sur une question qui a toujours divisé les républicains et les catholiques, à faire un compromis entre eux, durable, puisque la loi est adoptée après 3 mois et demi de discussion à la Chambre des députés, puis 2 mois au Sénat, à la fin de l'année 1905, et non seulement est adoptée, mais est appliquée après le vote de 3 nouvelles lois qu'on oublie souvent, qui sont vraiment l'œuvre d'Aristide Briand, cette fois-ci comme ministre des cultes, faisant en sorte qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, le régime de laïcité à la française est véritablement celui qui correspond au texte libéral de la séparation proposé par Aristide Briand. Alors, quel que soit le bord sur lequel on siège, comme partisan plutôt comme opposant à Briand, chacun reconnaît que son talent d'orateur, mais également de négociateur, a permis de faire voter un texte comme celui-ci, qui vraisemblablement n'aurait pas pu l'être, ni élaboré, ni discuté, ni voté par une autre personnalité. Je crois que c'est Joseph-Paul Boncourt, un ami socialiste d'Aristide Briand, qui a dit, lorsque la loi est votée, vous seul avez pu faire voter un texte que vous seul allez pouvoir appliquer. Et donc, cette exclusivité, en quelque sorte, qui est largement reconnue, qui n'en fait pas non plus un sauveur ou un homme providentiel, mais enfin, en tout cas, qui est largement reconnue, permet de dire aujourd'hui que la séparation est véritablement l'événement, la réforme qui a poussé la carrière de Briand. Entendu. Et à la veille de la Première Guerre mondiale, Aristide Briand se trouve dans une position délicate, soutenant à la fois l'allongement du service militaire et les solutions pacifiques. Une fois la guerre déclarée, il occupe des rôles clés dans le gouvernement français. Quelle a été son action au sein du gouvernement pendant la Grande Guerre? C'est le président du Conseil de la Grande Guerre le plus durable du conflit. Il est 18 mois à la tête du gouvernement entre l'automne 1915 et le printemps 1917.
En gros, c'est le chef du gouvernement qui va instaurer une nouvelle gouvernance de guerre en associant le gouvernement, le haut commandement, mais en réinsérant dans la décision politique, ce qui est une nouveauté, ce qui est plutôt un retour à la norme, le Parlement français qui en était tenu un peu à l'écart. Alors, il y a naturellement les comités secrets du Parlement qui se réunissent pendant la guerre et que préside à plusieurs reprises Aristide Briand, mais il y a surtout la nécessité que la guerre ne peut être gagnée que si le Parlement en sort lui aussi vainqueur, en tout cas s'il est à la source de la décision. C'est une grande action qui appartient plutôt à la mécanique de la décision, mais qui, je crois, il faut souligner. À la tête du gouvernement, Aristide Briand prône une idée qui ne verra le jour qu'après son départ, un front oriental ouvert à Salonique notamment, et qui le portera, y compris dans les années 20, un peu en héros. Les poilus d'Orient sont toujours très reconnaissants à Aristide Briand. Aristide Briand est à la tête du gouvernement lors de la bataille de Verdun, tout au long de l'année 16, où il tente naturellement, représentant du pouvoir civil qu'il est, de pouvoir faire quelque chose pour remporter la victoire, en tout cas d'accompagner la décision militaire. Aristide Briand est donc celui qui va de bataille en bataille, et un des premiers aussi avec Poincaré, avant Clémenceau lui-même, à descendre dans les tranchées pour voir comment les soldats se portent, mettre en place une forme de décision de guerre. On a parlé d'un parlementarisme de guerre. Il réunit aussi, par exemple, des comités décisionnels, y compris réunissant les militaires directement dans les ministères. Bref, essayer de trouver d'être plus efficace, ce qui est difficile en temps de guerre. D'ailleurs, il sera beaucoup reproché de ne pas être assez efficace. Mais en tout cas, voilà, pendant ces 18 mois, trouver un moyen de maintenir en place l'Union sacrée de 1914, qui se délitera avec l'automne 1917 seulement, donc une union sacrée, une nouvelle gouvernance de guerre, et puis des batailles, donc, et non des moindres, qu'il va essayer en quelque sorte d'encadrer avec la puissance militaire, les dirigeants. Il ressort de la guerre donc en 1917 et il tentera sans véritablement s'y associer à des tentatives de paix, comme l'affaire Briand-Lanken, qui n'a jamais eu lieu, cette affaire, qui a beaucoup fait couler d'encre, mais qui véritablement n'a jamais eu lieu. Briand avait obtenu l'accord d'y participer, d'essayer de voir ce qui se passait, l'accord du président de la République, Poincaré, l'accord du ministre Pinlevé, et puis l'accord, bien qu'il qu'il l'ait récusé par la suite, du ministre des Affaires étrangères Alexandre Ribot, mais bien de se rendre à cette réunion. Mais finalement, elle n'a pas lieu, il ne s'y rend pas, et l'affaire de tentative de paix n'aura pas lieu. Voilà, il n'est pas à la conférence de paix de 1919, tenu à l'écart par Clémenceau qui lui reproche son comportement de ne pas avoir suffisamment fait la guerre, comme lui avait déclaré l'affaire, et finalement devra attendre 1921 pour retrouver la présidence du Conseil. D'accord, et vous avez mentionné l'importance du Parlement pour Briand, et vous qualifiez Aristide Briand de véritable orfèvre des majorités parlementaires, capable de rassembler des voix autour de sa vision politique grâce à une éloquence et une capacité de conciliation unique. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'indications sur la façon dont Aristide Briand réussissait à construire les majorités qui ont soutenu son action politique ? Alors on pouvait en effet être éloquent, et étant éloquent, construire des majorités, mais plus ou moins durables. Aristide Briand, on l'indiquait au début de notre propos, a une formation oratoire en quelque sorte, avec des capacités certainement naturelles, qui lui ont permis d'avoir une force de conviction qui, je dirais, presque allait au-delà de l'éloquence. Alors il avait une voix de violoncelle, comme on disait, une voix qui lui permettait d'aller au-delà de la conviction, mais d'ensorceler même son auditoire. Ça, je pense que tout le monde le reconnaît aussi, mais parfois pour le critiquer, en disant que effectivement, il ne s'agissait pas d'ensorceler, mais de convaincre simplement. Alors, justement, c'est là où intervient le mécanisme des majorités parlementaires, car nous sommes dans un régime parlementaire, et qu'on agisse en politique intérieure ou en politique extérieure, il faut bâtir des majorités. D'ailleurs, il n'était pas le seul à commencer un discours en s'adressant à ses collègues dans les hémicycles, messieurs, pour vivre, il nous faut une majorité. Quelle que soit la capacité oratoire, si nous n'avons pas de majorité, on ne peut pas faire grand-chose. Et Briand a eu cette capacité, je dirais, presque réaliste, correspondant à l'application concrète de ses talents d'orateur, à créer des majorités parlementaires. Alors, non seulement des majorités qui vont soutenir un projet de loi ou la discussion d'une proposition de loi, comme la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais aller au-delà, c'est-à-dire à faire en sorte, c'est ce qu'il a réussi à faire, bâtir un socle majoritaire qui lui permette plusieurs années durant
d'avoir une action soutenue par une large majorité. Alors il avait une astuce, peu ont réussi à faire cela dans la vie politique sous la troisième, d'autres y sont arrivés, je ne le nie pas, mais peu y sont arrivés comme lui, à prendre en quelque sorte dans chacun des groupes parlementaires une part de soutien. Si bien qu'il avait, alors bien entendu en dehors des extrémités gauche et droite, il avait donc dans une dizaine de groupes qui allaient du milieu de la gauche au milieu de la droite en quelque sorte, il avait des soutiens dans chacun des groupes et donc il bâtissait des majorités parlementaires grâce à ce qu'on pouvait appeler une diagonale rhétorique et qui lui permettait au fil du temps d'aborder les problèmes avec déjà une force de conviction liée à un soutien majoritaire. Alors je ne dis pas qu'il était fixé à jamais, il fallait le reconquérir systématiquement, mais il avait une manière de le reconquérir huilée si bien que sur des sujets aussi divers que la diplomatie, les affaires sociales, qui sont très nombreuses dans les années 20, mais également sur la question laïque, à chaque fois, systématiquement, il parvenait à bâtir des majorités. Orfèvre, pourquoi ? Eh bien parce qu'il suffisait de dire un mot plutôt qu'un autre et de gagner 2 sièges ou 3 sièges à sa majorité, quand, à la phrase d'avant, il avait avancé une idée qui en avait fait perdre 4 ou 5. Il fallait donc construire une majorité sur mesure. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre, il faut bien avoir à l'esprit pour comprendre le personnage qui a finalement pu réaliser cela parce qu'il n'était pas la plus grande partie de sa carrière membre d'un parti politique. Il l'a commencé, on l'a vu, au Parti socialiste, mais dès sa première nomination au gouvernement, il n'était déjà plus membre d'un parti. Donc, cette diagonale se construit, j'ai essayé de le montrer, cette diagonale majoritaire, dans un bloc majoritaire qui, grosso modo, se trouve 2 tiers au centre-gauche, 1 tiers au centre-droit. Voilà. Donc il y avait des gouvernements plus à gauche, des gouvernements un peu plus à droite, des gouvernements un peu plus au centre, mais avec un socle majoritaire qui était à peu près toujours le même. Et ça, c'est la grande force d'Aristide Briand, qu'il soit le père de la séparation de l'Église et de l'État, et qu'il soit le pèlerin de la paix des années 20. Nous venons de voir qu'Aristide Briand a occupé des postes très élevés au sein de l'État français, et pourtant il a été relativement ignoré par les biographes jusqu'à récemment. Pourquoi, selon vous, cette figure majeure a-t-elle été aussi peu étudiée ? Alors, je serais tenté de dire qu'il est mort au mauvais moment, puisqu'il est mort en 1932, après avoir tenté de faire la paix, car, comme l'a très bien dit Jean-Michel Gueux, et avant lui Clémenceau surtout, c'était bien d'avoir gagné la guerre, encore fallait-il gagner la paix. Alors, Briand a essayé de gagner la paix, après avoir signé les traités de paix. Et 32 est l'année de sa mort, mars 1932, alors que s'ouvre justement une période durant laquelle les tentatives de paix ne seront pas perçues comme de véritables politiques qu'il aurait fallu faire précisément pour gagner la paix. En fait, il est vaincu en quelque sorte par ce qu'il arrive juste après lui et on l'oublie rapidement. À la Libération, peu de gens se souviennent d'Aristide Briand. C'est pas lui naturellement qui a gagné la guerre, ce n'est pas lui qui a réussi non plus à faire réellement la paix, puisque les efforts des années 20 sont réduits à néant par la grande crise économique de 1929. Bref, on se souvient de sa personnalité. Son nom est donné dès les débuts des années 30 à beaucoup de rues, d'avenues, d'écoles en France. Aujourd'hui encore, son nom est partout. Mais qui est-il vraiment ? Il n'est pas un héros ni de la guerre, ni finalement de la paix après 1945. Ça, c'est le premier point d'explication. Deuxième point d'explication, Aristide Briand n'appartient pas non plus à une école de pensée politique ou à une grande culture politique qui aurait permis, par exemple, de l'inscrire au panthéon des hommes politiques comme Léon Blum, comme plus tard Pierre Mendès France, ou comme d'autres personnalités qui s'identifient à un courant politique. Lui, pas. Comme je l'ai expliqué pour les majorités parlementaires, on sait bien qu'il vient de l'anarcho-syndicalisme, qui vient du socialisme naissant, de Saint-Nazaire à Paris dans lesquels il a baigné, mais c'est un homme de centre-gauche par la suite. Voilà. Donc il n'y a pas de personnalité, il n'appartient pas à une grande culture politique réellement. Et enfin, Aristide Briand est peut-être assimilé, à tort vraisemblablement et certainement, à ceux qui ont fait des efforts de paix à un moment où on aurait, avec les historiographes qui ont étudié cette période, préféré des efforts plutôt d'intransigeance. Alors, je m'explique. L'historiographie française, les historiens, les historiennes qui se sont penchés sur cette période des années 20 ont été très marqués par Clémenceau et le clémencisme. Et quand on est marqué par cela, on est forcément méfiant vis-à-vis du briandisme. Voilà.
Et ce n'est qu'avec les années, et notamment dans cette historiographie, je pense à des professeurs comme Jacques Barietti, qui enseignait longtemps à la Sorbonne, sont revenus un peu sur l'action d'Aristide Briand, ont démonté un petit peu les mécanismes, notamment de la décision politique. Car on pourrait beaucoup dire, des décisions diplomatiques qui s'expliquent beaucoup par la politique intérieure, notamment les ratifications de traités. Et c'est en se penchant sur cette personnalité de plus en plus, eh bien que Aristide Briand, en tout cas sa politique, a été reconsidérée. Aujourd'hui, elle est d'ailleurs, non, on ne peut pas parler peut-être de réhabilitation, c'est trop fort, mais en tout cas, elle est reconsidérée comme véritablement, que ce soit de la laïcité ou des affaires étrangères, un homme de la pacification, mais de la pacification, non pas, comme il a souvent été dit, un peu belle-lante, un peu rêveur. Il fallait rêver pour faire de la politique, comme le disait Louise Weiss. C'était aussi un rêveur, mais avait aussi les pieds sur terre, il était réaliste. Certaines mesures le montrent et le démontrent. Il fallait, pour aller loin, bien naturellement, avoir un idéal à l'esprit, ce qu'il a eu. On a parfois retenu l'idéal et pas assez la politique réaliste. Jean-Michel Gueux est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'unité mixte de recherche CIRIS, Sorbonne, Identité, Relations internationales et Civilisation de l'Europe. Ses travaux portent principalement sur l'histoire de la paix dans le premier XXe siècle. Il a récemment publié La Société des Nations, une expérience de l'internationalisme dans la revue Monde, Histoire, Espace, Relations, en 2021, en co-direction avec Stanislas Ginnessen. En 2022, il a co-dirigé avec Stéphane Tison l'ouvrage La paix dans la guerre, Espoir et expérience de paix 1914-1919 aux éditions de la Sorbonne. Jean-Michel Gueux, avant d'aborder le rôle d'Aristide Briand en tant que délégué de la France à la Société des Nations, pourriez-vous nous expliquer s'il a été impliqué dans le mouvement français en faveur de la création de cette institution? Est-ce qu'il a soutenu l'idée d'une organisation internationale pour la paix avant même la naissance officielle de la Société des Nations? Alors pas vraiment parce que, Briand, a été surtout, l'homme de la guerre durant cette période. N'oublions pas que, de 1915 à 1917, il a été le chef du gouvernement le plus long, de la période de la guerre et quand il a quitté le pouvoir en 1917, il s'est mis un peu en retrait de la vie politique et au moment de la négociation de la paix en 1919, Clémenceau l'a écarté, des négociations. Il n'a pas du tout participé à ces négociations. Il a été invité à la cérémonie de signature du traité de Versailles la veille et donc il n'y a pas participé. En revanche, il n'a pas exprimé de critique du traité de Versailles. Il a ratifié à la Chambre le traité de paix avec l'Allemagne, dont probablement il est assez conscient des imperfections. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, en août 1919, il déclare: «La paix n'est pas faite, les traités ne nous donneront que ce que la France saura en tirer». Et donc finalement, à cette époque-là, donc dans l'immédiate après-guerre, Briand s'intéresse à la sécurité de la France, mais selon des schémas relativement classiques. Pour lui, la sécurité de la France, c'est la question de l'Allemagne et il a bien conscience, comme il le dit devant le Parlement, que l'Allemagne nous guette. Elle fonde des espérances sur une lente désagrégation de la coalition qu'il a vaincue. Donc, pour Briand, la meilleure garantie de sécurité contre l'Allemagne, c'est l'alliance, notamment avec la Grande-Bretagne. Et donc, pour lui, la France ne peut vivre en sécurité que si elle peut compter sur ses forces, ses propres forces et sur le soutien de ses alliés. Donc, Briand n'est pas un militant de la Société des Nations au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais en 1924, donc il va devenir délégué de la France à la Société des Nations. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quel contexte il devient délégué et quel est l'impact de sa nomination sur sa politique de réconciliation européenne? Alors effectivement, Briand arrive à Genève à un moment clé de l'histoire de la jeune organisation internationale.
puisqu'il y a en France et en Grande-Bretagne un changement politique considérable. En France, c'est la victoire du cartel des gauches, auquel Briand s'est rattaché politiquement. Et puis en Grande-Bretagne, c'est la victoire des travaillistes derrière Ramsay MacDonald. Et donc cela ouvre beaucoup d'espoir en matière de réconciliation européenne et de construction de la sécurité collective. Et d'ailleurs, la première assemblée de Genève à laquelle va participer Aristide Briand est justement une des premières grandes assemblées de la Société des Nations, marquée par la présence de Herriot et de MacDonald qui vont donc être sur place et je dirais c'est la première fois qu'on a des chefs de gouvernement qui viennent en personne à Genève. Donc c'est dans ce contexte que qu'Aristide Briand arrive à Genève. Dans un premier temps, il est assez discret, il est assez novice dans ces fonctions-là, mais c'est le gouvernement d'Édouard Herriot qui n'avait pas trouvé de place à Aristide Briand dans la composition de l'équipe ministérielle qui va offrir à Briand cette possibilité donc d'intégrer la délégation de la France à la Société des Nations. Et il y arrive avec des délégués français tout à fait brillants, comme Léon Bourgeois ou Joseph Paul Boncourt. Et donc, ce n'est qu'après la mort de Léon Bourgeois, après que Briand est devenu le ministre presque inamovible des Affaires étrangères jusqu'en 1932, que Briand va être le chef de la délégation française à Genève, le premier délégué de la France, et qu'il va un peu incarner cet âge d'or que connaît la Société des Nations dans la seconde moitié des années 20. Et à cette époque-là, Briand est vraiment la figure majeure de ces assemblées annuelles. Ses discours, ses prises de parole sont très attendues. Il y a un immense prestige qui entoure Aristide Briand. Et Briand, en quelque sorte, possède véritablement un peu un ascendant sur les débats de la Société des Nations et les formules qu'il emploie régulièrement vont profondément marquer les esprits des Européens du temps. On peut se rappeler notamment avec quels propos il accueille l'arrivée de l'Allemagne à la Société des Nations, avec cette formule célèbre: arrière, les fusils, les mitrailleuses, les canons, place à la conciliation, à l'arbitrage, à la paix. Ces formules sont évidemment répercutées par toute la presse internationale et Briand fait vraiment figure d'apôtre, de pèlerin de la paix et fait aussi la joie des caricaturistes qui le représentent un peu en prophète de la paix et des nouvelles tables de la loi internationale. Oui, alors vous avez mentionné l'admission de l'Allemagne à la Société des Nations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel rôle Aristide Briand a joué dans les accords de Locarno en 1925 et aussi dans le processus d'admission d'Allemagne en 1926? Est-ce que ce rapprochement franco-allemand était-il selon vous une véritable esquisse de réconciliation durable ou une entente fragile, voire illusoire? Alors, d'abord rappelons que ces accords, de Locarno ont donc été, signés, à l'extérieur, de Genève, puisque l'Allemagne ne faisait pas encore partie de, la Société des Nations. Ils ont été signés donc en octobre 1925 par l'Allemagne, la France, la Belgique, avec, le soutien de la Grande-Bretagne et de l'Italie. Et donc ces accords permettait à l'Allemagne de reconnaître cette fois-ci volontairement ces nouvelles frontières issues de la guerre avec la France et la Belgique. En fait, Briand n'est pas à l'initiative de cette proposition qui a été formulée par l'Allemagne quelques mois plus tôt, qui propose aux puissances intéressées au Rhin, c'est-à-dire à la France, à la Grande-Bretagne et à l'Italie, de signer en quelque sorte un pacte de sécurité régionale. Et cette proposition a été un peu négligée par Édouard Herriot. Et c'est vraiment quand Aristide Briand, quand il arrive au pouvoir en tant que ministre des Affaires étrangères, qu'il va accepter d'engager des discussions avec les Allemands, évidemment, en y posant certaines conditions, notamment le fait que l'Allemagne entre à la Société des Nations et que la Belgique aussi puisse participer à ce pacte. Et donc, les négociations vont aboutir. C'est un moment important parce que finalement, c'est la première fois que Gustave Stresemann et Aristide Briand se rencontrent. Et évidemment, ça, c'est très fort après
ces mois de guerre, alors de guerre chaude pendant la Guerre mondiale, puis de guerre froide franco-allemande jusqu'à l'occupation de la Ruhr. Donc évidemment, cela marque un moment important dans le processus, je dirais, de rapprochement franco-allemand qui marque la période. Et Aristide Briand n'hésite pas à utiliser des mots forts pour célébrer ces accords, et notamment quand ces accords vont être signés à Londres en décembre 1925, eh bien, il souligne que c'est là l'ébauche de la constitution d'une famille européenne au sein de la Société des Nations. Et ce vocable européen, il l'utilise régulièrement, notamment lors du débat de ratification au Parlement français. Il dit j'y suis allé, ils sont venus, en parlant des Allemands, et nous avons parlé européen. C'est une langue nouvelle qu'il faudra bien que l'on apprenne. Finalement, évidemment qu'on peut se demander dans quelle mesure, il y a là un discours et je dirais une volonté de réconciliation franco-allemande. Est-ce que, finalement, on est dans un véritable processus? On se rend compte qu'il y a un moment quand même important, de l'histoire des relations nationales. Le ministre, des, Affaires étrangères britannique, Austin Chamberlain, dira que ces accords ont été la ligne de séparation entre les années de guerre et les années de paix. Et donc Briand-Stresemann incarne cette première occurrence de cette figure un peu mythologique de la vie politique, le couple franco-allemand. Donc il y a une volonté de réconciliation franco-allemande qui est publiquement affichée, qui suscite beaucoup d'espoir, qui suscite l'attribution du prix Nobel de la paix fin 1926 aux deux ministres des Affaires étrangères, mais il est certain que ce rapprochement correspond à un choix tactique de la part des deux pays et des deux ministres des Affaires étrangères qui voient finalement le moyen le plus efficace de servir les intérêts de leurs nations respectives. Briand est parfaitement conscient de la stratégie de Stresemann. Stresemann veut redonner à son pays une position d'influence internationale parce qu'il est convaincu du potentiel de l'Allemagne, hein, à la fois sur le plan démographique, économique, culturel. Et il sait que cette politique de coopération européenne permettra de peser sur les évolutions de l'Europe et de travailler à, je dirais, un État allemand qui engloberait toutes les populations germanophones d'Europe centrale et qui donc permettrait de réviser pacifiquement les frontières des traités de paix de 1919-1920. Et évidemment que Briand étant lucide sur la stratégie de son homologue, eh bien lui, il espère par tous ces liens dans lesquels l'Allemagne accepte d'entrer, il espère par ces liens en fait contenir le révisionnisme allemand, l'enserrer dans un réseau d'engagements internationaux qui permettra en fait d'en atténuer les dangers. Mais finalement, Briand est assez prudent sur les possibilités d'une entente durable avec l'Allemagne. Et on a eu la publication il y a quelques années des notes de son interprète Oswald Hénard, dans lequel Briand montre à quel point il est, je dirais, un peu inquiet de l'évolution d'Allemagne. Il dit c'est un pays qui n'est pas drôle, qui impose à ses voisins des efforts incessants de diplomatie, d'adaptation économique, de progrès industriel et commercial. Et il dit, dans 50 ans, la vie sera pas drôle. Heureusement que d'ici là, j'aurai disparu. Bon, alors voilà, je ne sais pas quel crédit il faut accorder à ces propos, mais je pense que ça reflète assez bien l'état d'esprit de Briand, qui est loin d'être naïf et loin de s'illusionner, mais qui ne voit pas d'autres politiques possibles pour contenir le danger de l'Allemagne qu'il perçoit bien. Oui, entendu. Et alors, si nous sortons un peu du cadre de la Société des Nations pour parler maintenant du pacte Briand-Kellogg, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste ce pacte et quel rôle Briand a joué dans la négociation de ce pacte qui porte son nom et quelles sont les insuffisances de ce pacte? Oui, alors ce pacte, Briand-Kellogg, il a été un peu oublié, il a été beaucoup, moqué. Rappelons que son titre officiel, c'est Pacte général de renonciation à la guerre comme instrument, de politique nationale, qui, a été signé donc à Paris, en août 1928 par une quinzaine de pays, dont effectivement les États-Unis et le secrétaire, d'État américain, Frank B. Kellogg. Alors pourquoi ce pacte et pourquoi est-ce que Briand est, je dirais, indissolublement lié
à cette initiative? En fait, c'est effectivement Briand qui, en avril 1927, à l'occasion du 10e anniversaire de l'entrée en guerre des États-Unis, va décider de s'adresser directement au peuple américain par le biais d'une déclaration qu'il fait à l'Associated Press et par laquelle il dit que la France est prête à souscrire publiquement avec les États-Unis tout engagement visant en quelque sorte à mettre la guerre hors la loi entre les deux pays. Alors cette guerre hors la loi, c'est vraiment une expression américaine qui était dans le débat public depuis le début des années 20 et ces propos de Briand ont été inspirés par des conversations qu'il a eues avec un représentant de la dotation Carnegie pour la paix internationale, l'américain James Shotwell. Et ces propos ont véritablement inspiré Briand et ont nourri cette déclaration. Alors, pour Briand, il voit surtout par ces déclarations l'occasion un peu de corriger l'image qu'il s'est un peu dégradée de la France aux États-Unis, les États-Unis qui considèrent la France comme beaucoup trop militariste, et un Briand qui cherche aussi finalement depuis la fin de la guerre à ramener les États-Unis du côté de la France, du côté de l'Europe, pour maintenir la paix et protéger évidemment la France du danger allemand. Alors, cet appel de Briand en avril 1927, sur le moment, ne rencontre pas beaucoup d'écho aux États-Unis, mais il va y avoir toute une mobilisation des milieux qui sont favorables à cette mise hors la loi de la guerre aux États-Unis, qui vont lancer un peu une campagne de sensibilisation de l'opinion et qui va amener finalement Kellogg à accepter d'entrer en négociation avec le gouvernement français. Mais évidemment, Kellogg ne veut absolument pas d'un pacte bilatéral avec la France et donc il va transformer ce pacte en un pacte multilatéral de renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale. Et comme vous le disiez, finalement, ce pacte se contente d'une simple condamnation morale de la guerre, mais il n'y a aucun moyen de sanction précis qui est prévu à l'encontre d'un État qui violerait son engagement. Mais là encore, ça éveille beaucoup d'espoir au sein de la communauté internationale. Kellogg va d'ailleurs recevoir le prix Nobel de la paix en 1929, et ce pacte va être très largement ratifié par tous les États de la communauté internationale. Il est signé par 15 États en 1928, mais progressivement va être signé par 63 nations, c'est-à-dire quasiment la majorité écrasante des pays du monde à cette époque. Et donc c'est un instrument qui est très universellement signé et ratifié. Et donc, peut-être soulignons quand même que ce pacte marque un progrès décisif dans l'évolution du droit international, puisque c'est la première fois qu'on proclame l'illégalité de la guerre. Parce qu'en fait, dans le pacte de la Société des Nations, la guerre pouvait rester légale à partir du moment où, je dirais, les processus de négociation pacifique n'avaient rien donné. Là, il s'agit vraiment de bannir la guerre de la société internationale et c'est évidemment un moment important de ce point de vue. Et d'ailleurs, rappelons que lors du procès de Nuremberg, cette violation du pacte Briand-Kellogg a été retenue comme l'un des chefs d'inculpation contre les dirigeants nazis. Et rappelons même que ce pacte Briand-Kellogg n'a jamais été abrogé, hein, mais il a été évidemment complètement éclipsé par la Charte des Nations Unies en 1945, qui évidemment reprend très clairement cette interdiction du recours à la force. Oui. Et si on retourne à l'œuvre européenne d'Aristide Briand, il est parfois perçu comme l'un des précurseurs de l'idée d'Union européenne avec son projet d'Union fédérale européenne en 1929-1930. Alors, comment a été accueillie sa proposition dans le cadre de la Société des Nations? Alors, on l'a vu tout à l'heure, le discours européiste s'empare de Briand au moment des accords de Locarno. Et finalement, à partir de ce moment-là, il devient de plus sensible à, je dirais, un mouvement qui s'est développé notamment en France, mais pas uniquement, d'un mouvement de, je dirais, d'associations pro-européennes qui appellent à une forme d'unité européenne, justement un peu pour conjurer ce qu'on décrit à l'époque comme une sorte de déclin de l'Europe et puis aussi évidemment, je dirais, de risque pour la paix de l'Europe. Donc il y a un mouvement pro-européen
qui s'est développé et Briand parraine un peu ce mouvement. Le Quai d'Orsay, notamment, s'intéresse à ces associations qui sont en partie subventionnées par le Quai d'Orsay. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi septembre 1929? Ah, évidemment, septembre 1929, personne ne peut imaginer ce qui va se passer dans les prochains mois et la crise économique mondiale qui va se déclencher. Mais pour Briand, 1929, c'est le moment important parce que c'est tout à fait lié à la politique allemande de la France, puisque en août 1929, il y a eu une conférence à La Haye pour la liquidation de la guerre, et finalement, la France, sous la pression, il faut bien le dire, de ses alliés, a dû accepter l'évacuation anticipée de la Rhénanie avant la fin juin 1930. Et donc, pour Briand, qui est un peu obsédé par le problème de la sécurité de la France, eh bien, il comprend que désormais, il n'a plus, je dirais, aucun moyen de contrôler l'Allemagne, hein. Et pour Briand, finalement, ce moment de la conférence de La Haye de 1929 montre un peu la fragilité aussi de la position française. Et puis, il comprend de plus en plus, je dirais, le développement des revendications de l'Allemagne. Il s'inquiète un petit peu de l'évolution de la démocratie de Weimar et notamment toute l'attitude des autorités allemandes en faveur des minorités, puis c'est le désir de l'Allemagne aussi d'obtenir l'égalité des droits en matière d'armement. Donc tout cela inquiète un peu Briand, qui connaît aussi les problèmes économiques, hein, de l'Europe, puisque notamment il y a une grande conférence économique internationale qui s'est tenue en 1927 sous les auspices de la Société des Nations et qui n'a pas vraiment réussi à endiguer l'accroissement des tarifs douaniers, à entamer les mesures protectionnistes. Donc c'est pour ça que Briand fait ce discours qui va un peu surprendre, hein, au mois de septembre 1929, mais qui est relativement bien accueilli dans les médias par les États européens, membres de la Société des Nations. Ils sont d'ailleurs 27 États européens. Et ceux-ci vont donc confier au Quai d'Orsay, à la France, le soin d'élaborer un peu un mémorandum qui préciserait les positions de la France en matière de projet européen. Et donc, ce mémorandum va être publié en mai 1930. Il va être donc réceptionné par toutes les chancelleries européennes qui feront une réponse à la France. Et le projet sera discuté lors de l'Assemblée de septembre 1930. Et là, on s'aperçoit finalement que ce projet suscite beaucoup de réticences de la part des gouvernements européens. Si on résume un peu les critiques, on pourrait dire qu'elles sont au nombre de 4 ou 5, hein. D'abord, c'est l'idée que finalement l'Union européenne risque d'affaiblir la Société des Nations dans son projet universel, hein, puisque finalement seront appelés à participer à cette Union européenne toutes les grandes puissances, hein, de la Société des Nations. Et notamment, les Britanniques insistent beaucoup sur l'idée de ne pas nuire à l'universalisme de la Société des Nations, étant donné que les Britanniques voient leur rôle surtout sur un plan mondial, hein, et notamment du fait de l'Empire britannique. Donc, on va mettre un peu l'accent sur les institutions prévues par le Quai d'Orsay, qui était un peu une sorte de duplication des institutions de la Société des Nations, avec une conférence, un conseil, un secrétariat. Et finalement, beaucoup de gouvernements considèrent qu'il faudra peu d'institutions, hein, et que finalement, ce qui est important, c'est d'avoir un espace de discussion. Il y a deuxième série d'arguments qui portent sur faut-il que cette Union européenne agisse surtout sur le plan économique ou sur le plan politique? Briand, en 1929, avait dit il faut que cette Union européenne agisse sur le domaine économique. Et puis, finalement, dans le mémorandum, il va subordonner l'économique au politique. Et du coup, ben, ça ne correspond pas tout à fait, je dirais, à l'état d'esprit des pays européens qui ont davantage tendance à insister sur la priorité à l'économique. On le comprend dans la perspective, hein, de la crise économique qui s'est déclenchée.
Il y a aussi évidemment, 3e point, la question de la révision des traités. Alors ça, c'est fondamental parce qu'évidemment, du côté de l'Allemagne notamment, mais aussi, du côté, de la Hongrie, il n'est pas possible de construire une Union européenne sans, je dirais, revoir, les, frontières, européennes. Il y a vraiment la crainte de la part de l'Allemagne que cette Union européenne fige, durablement les frontières européennes et finalement, on insiste beaucoup sur la révision des traités, heu, comme préalable à un projet de construction européenne, tout en sachant évidemment que le gouvernement français est opposé à cette révision des frontières. Et certainement que l'idée d'encadrer l'Allemagne dans de nouveaux liens juridiques est vraiment, je dirais, à l'origine du projet d'Aristide Briand. Hein. C'est véritablement pour contrer le révisionnisme allemand qu'il se lance dans ce projet européen. Et puis peut-être dernière série de critiques qui sont adressées à ce mémorandum, c'est de dire que finalement, quels sont les États européens qui doivent y participer. Certes, il y a les États européens qui sont déjà membres, mais peut-être pourrait-on parler aussi de l'Union soviétique et de la Turquie, qui, pour les Italiens, par exemple, doivent faire partie de l'institution européenne. Donc, pour mettre en difficulté la France, eh bien, on se livre un peu à une surenchère de propositions concernant les membres qui doivent appartenir à la société-nation. Donc, on a un positionnement qui est quand même globalement négatif à l'égard du projet français et finalement le projet va être un peu torpillé, même si sur le moment on hésite évidemment à dire non et que finalement l'Assemblée de la Société des Nations va décider de créer une commission d'études pour l'Union européenne qui va se mettre donc en place à partir de septembre 1930 et qui va travailler en gros jusqu'à 1932, mais elle va être bien vite paralysée et le projet brillant va échouer. Tout ça se comprend notamment du fait du contexte économique, de la période et aussi de la montée du nationalisme en Allemagne. Il faut penser que Gustav Stresemann, qui était le l'homologue de Briand, est mort en octobre 1929, que, la population allemande se tourne de plus en plus vers, des tendances, nationalistes et que le 14 septembre 1930, donc au moment où on parle, du, projet du Quai d'Orsay, eh bien, c'est l'entrée de 107 députés nazis au Reichstag, qui d'ailleurs va beaucoup inquiéter, Aristide Briand. Donc on voit bien que, malheureusement, le timing n'est pas du tout favorable à, cette coopération européenne et que finalement le projet européen d'Aristide Briand va échouer. Mais c'est un projet qui est quand même très important parce que c'est la première fois, dans l'histoire de l'Union européenne qu'un, projet d'Union européenne est posé en termes diplomatiques. Parce qu'on avait eu beaucoup, de projets, je dirais à la fois humanistes, économiques et cetera. Mais pour l'instant, on n'avait jamais discuté à 27 d'un projet, d'Union européenne. Donc c'est quand même un jalon important, dans l'histoire de l'idée européenne. Oui, et mémorandum qui est bien sûr possible de consulter en ligne sur notre plateforme des archives. Et après cette très intéressante description des différentes phases et d'œuvres de Briand, quelle est votre appréciation globale de l'action d'Aristide Briand en tant que pèlerin de la paix? Pensez-vous que cette appellation reflète fidèlement son engagement pour la paix internationale? Alors, incontestablement, Briand a été l'homme de la paix, hein, dans la dernière partie de sa carrière, politique. On peut même dire qu'il y a une sorte de moment brillant, dans, l'histoire, des relations internationales qui correspond justement précisément à cet âge d'or de la Société des Nations, qu'on fait généralement aller autour de 1924 à 1932, c'est-à-dire à l'ouverture de la conférence, pour le désarmement, qui va, échouer. Et donc, Briand s'inscrit dans cette période d'âge d'or de la Société des Nations et il y contribue, assez largement. Et finalement, à la fin des années 20, il y a vraiment l'espoir de la paix. Par exemple, Churchill, hein, qui déclare, en 1929: «Les perspectives de paix n'ont jamais été meilleures depuis 50 ans». Et on sait bien que finalement les traités de paix, n'avaient pas suffi à faire la paix, hein, que la paix, c'est finalement un processus qui est très difficile, qui est très, qui s'échelonne dans le temps, et qui est un processus dynamique. Et incontestablement, Briand a travaillé à cette, politique, de construction de la paix et de rapprochement européen. Et finalement tout ça nous invite à comprendre que, le nouvel ordre international issu du traité de paix en 1919-1920 n'était pas figé, ne conduisait pas nécessairement à une nouvelle guerre mondiale puisque, finalement on s'aperçoit qu'avec le même traité, on a eu des politiques très différentes entre la politique française du début des années 20, qui était plutôt une politique d'exécution stricte du traité de Versailles
et la politique menée par Aristide Briand, qui était une politique de rapprochement européen, ce sont les mêmes traités. Donc voilà, Aristide Briand nous prouve que malgré la paix un peu imparfaite de 1919-1920, il y avait des possibilités de rapprochement. Alors évidemment, on a un petit peu souvent accolé à l'image de Briand cette sorte d'idéalisme naïf, hein, de dangereuse rêverie qui aurait conduit finalement inéluctablement à la Seconde Guerre mondiale. En réalité, on s'aperçoit que Briand, quand on approche un peu le personnage, il avait une conception tout à fait réaliste des rapports internationaux. Il était convaincu que rien ne pourrait empêcher la renaissance de l'Allemagne. Et que de ce point de vue-là, il fallait éviter que la France se retrouve isolée face à l'Allemagne. Et donc, c'est pour ça qu'il met tous ses espoirs dans la sécurité collective et dans le recours aux institutions genevoises. Et Briand, qui avait finalement compris à quel point les Français étaient désormais marqués par un immense désir de paix, hein, les Français qui avaient été épuisés, traumatisés par tous ces mois de guerre. Hein. N'oublions pas que Briand avait été à la tête du pays durant cette période. Il connaissait extrêmement bien ce que signifiait la guerre pour les Français. Et donc, il s'est un peu fait l'interprète de cette aspiration à la paix. Il l'a incarné de manière tout à fait, je dirais, consciente, hein, et notamment, il a eu cette formule très célèbre qui sera longtemps reprise après lui quand on va parler du pèlerin de la paix. Hein. Il dit le 11 septembre 1930, tant que je serai où je suis, il n'y aura pas de guerre. Et donc, cette idée que Briand protégeait la France de la guerre et protégeait l'Europe de la guerre va faire qu'au moment de sa disparition, et on a un peu l'impression que quelque part la guerre pourrait renaître. Hein. Mais au moment de sa disparition, Briand, vraiment, sa figure de pèlerin de la paix fait quasiment l'unanimité en France, notamment André Tardieu, hein, qui est le chef du gouvernement et qui est chargé de prononcer l'éloge funèbre de Briand, dit que sa politique répondait à la volonté unanime des Français. Or, c'est intéressant de voir que c'est Tardieu qui dit ça, parce que Tardieu, c'était le bras droit de Clémenceau lors de la négociation du traité de Versailles, auquel Briand n'a pas été associé. Tardieu lui-même avait comparé la politique de Briand en 1921 à celle de la politique du chien crevé au fil de l'eau. Hein. Et donc, finalement, on s'aperçoit qu'il y a eu un ralliement progressif de la grande majorité des députés, des milieux parlementaires et de l'opinion publique à l'œuvre de conciliation internationale qui a été prônée par Briand. Donc Briand a été véritablement ce pèlerin de la paix que les Français recherchaient dans la seconde moitié des années 20, ayant conscience que finalement une politique, je dirais, stricte, ferme, à l'égard de l'Allemagne ne produisait pas de résultats satisfaisants. Jean-Michel Guilleux, merci beaucoup pour le temps que vous venez de nous consacrer. Merci.